d'équipement, certains de bon aloi, d'autres un peu moins. Et je cite toujours ces fameux microscopes électroniques, puisque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un microscope électronique, mais un microscope électronique, c'est un appareil qui n'a aucun intérêt sur le plan du diagnostic. Aucun. C'est un instrument qui sert à la recherche. Dans une ville comme Paris, par exemple, aujourd'hui, où il y a une dizaine d'universités, je crois, il doit y avoir 2 ou 3 microscopes électroniques. On se relaie pour aller travailler dessus, ça coûte très cher. Et ça ne sert qu'à la recherche fondamentale. On en a acheté 12. Les microscopes sont arrivés en Algérie, ils ont été débarqués, affectés de manière totalement administrative à des services d'anatomie pathologique. Ces scanners n'ont jamais été installés, n'ont jamais fonctionné, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les 40 hôpitaux qui ont été construits, malheureusement, c'est des hôpitaux qui aujourd'hui sont fonctionnels et servent à la population malgré tout. Mais leur répartition à travers le territoire national n'a pas obéi à un plan de développement et à une politique nationale de santé. Il a obéi plus à des injonctions d'ordre politique. Où il fallait, pour un type d'équilibre régional, affecter tel hôpital à tel endroit ou tel hôpital à tel endroit, plutôt qu'un travail qui aurait pu être effectué pour savoir quel type d'établissement hospitalier doit être installé, sur quel espace de population et de vie, de manière à rationaliser cet investissement et le rendre le plus près possible de consommateurs. Là aussi, je cite souvent l'exemple de l'hôpital de Janet, par exemple. 60 lits à Janet, alors que personne n'en avait besoin, qui est resté fermé pendant des années. Je crois qu'il vient d'être réouvert très récemment. Et j'en passe. Bref, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, mais il n'y a pas eu une vraie politique de santé, et on s'est même écarté un petit peu des sentiers qui commençaient à être ouverts par les politiques menées pendant les années 60 et pendant les années 70. On a abandonné un petit peu tout ça, et on s'est dit, bon, la santé, c'est les hôpitaux, c'est les équipements, c'est le matériel, c'est ceci, c'est cela, on va investir là-dedans et on va régler tous les problèmes. Malheureusement, 1986 arrive la crise économique, on n'a plus d'argent. 88, vous savez ce qui s'est passé en octobre 88. Et puis ensuite, après une petite tentative de réforme qui s'est déroulée en 1990, dans les années 90, je veux parler essentiellement du travail qui avait été effectué du gouvernement de M. Hamrouche, et après, on a plongé dans la guerre civile. On a plongé dans la guerre civile, ça veut dire que le PIB de l'Algérie est tombé de moitié, parce qu'on est passé de 2800 $ à la fin des années 80 à 1400 $ environ vers les années 90. Deuxièmement, il a fallu faire appel à la restructuration de notre économie sous la férule du Fonds monétaire international, avec le fameux rééchelonnement. Qui dit rééchelonnement dit immédiatement coupe dans les budgets d'ordre social. Et effectivement, le pourcentage du PIB affecté à la dépense nationale de santé est passé de 7% à la fin des années 80 à 3% et maintenant tombé en dessous de 3% au milieu des années 90. Et le résultat, c'est que tous ces appareillages, tous ces équipements qu'on a achetés dans les années 80, eh bien, faute d'entretien, faute d'équipement, faute de pièces de rechange, faute de ceci, faute de cela, sont restés tombés en désuétude. Et le système de santé public a plongé dans le marazis. Et pour faire face à cette situation, eh bien, on a ouvert les vannes à la médecine libérale. La médecine libérale qui avait commencé déjà à exister à la fin des années 80, parce que l'État ayant formé énormément de médecins, il ne pouvait plus employer tout ce monde-là. Donc on a commencé par permettre des installations de la médecine à titre pour les soins ambulatoires, c'est-à-dire les petits cabinets privés, vers la fin des années 80. Ensuite, sous la pression, on a commencé à ouvrir un petit peu plus sur les cliniques. Et puis dans les années 90,
pour les raisons que je viens de vous citer, sous la pression aussi du Fonds monétaire international, puisqu'il fallait aller dans une politique beaucoup plus libérale, eh bien, on a permis davantage l'installation de cliniques et d'établissements hospitaliers privés. Une autre mesure qui va enfoncer le clou, c'est-à-dire réduire un peu, enfoncer un peu davantage le secteur public et permettre le développement, le transfert d'activités de plus en plus importantes du secteur public vers le secteur privé, c'est le fameux complément aménagé. Là, on a décidé que les praticiens du secteur public pouvaient, 2 fois par semaine, aller exercer dans le secteur privé, 2 fois par semaine théoriquement, mais en fait, vous savez comment tous les effets pervers que ce système-là a pu provoquer. On arrive à la fin des années 90 et à la période actuelle. La sécurité, la guerre civile est terminée et le pétrole rebondit. Le pétrole rebondit, ça veut dire qu'on a payé nos dettes, on commence à avoir encore de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va recommencer exactement les mêmes erreurs que celles des années 80. On n'a pas encore de politique nationale de santé, on n'a pas encore de plan de développement du système de santé, mais on va, sous la pression de lobby, acheter des équipements encore davantage de ce qui a été acheté dans les années 80. À les affecter à droite à gauche, et on laisse parallèlement se développer la médecine libérale, et je suis médecin libéral et je ne suis pas du tout contre la médecine libérale, mais on laisse développer la médecine libérale dans des conditions de désorganisation et d'anarchie totale, puisqu'il n'y a pas de plan là non plus dans lequel peut s'inscrire cette médecine libérale aux côtés de la médecine privée, de manière à ce qu'il y ait un équilibre et une harmonie, que la population puisse trouver à se soigner de la même façon dans le secteur privé ou dans le secteur libéral. L'essentiel, c'est que les gens soient soignés convenablement, mais qu'il n'ait pas à débourser 100% des frais de leur poche sans espoir d'être remboursés. C'est-à-dire que non seulement on laisse se développer notre médecine libérale de manière totalement anarchique et sans aucun contrôle, mais en plus, les dépenses occasionnées par la médecine libérale, et vous le savez, sont totalement prises en charge par la bourse des ménages. Et le résultat est qu'aujourd'hui, 40% de la dépense nationale de santé est payée par les ménages. Alors que c'était 10% dans les années 70, on a tourné autour de 10, 15, 20% dans les années 80. Aujourd'hui, on est à 40%. C'est un chiffre qui montre bien qu'on s'est installé dans l'inégalité totale à l'accès aux soins. Ça signifie que si vous avez de l'argent, vous pouvez vous soigner, puisque le secteur libéral aujourd'hui est en train de développer un trésor d'énergie pour essayer de capter le maximum et se développer davantage, ce qui est normal pour un secteur privé. Mais je vous donne un exemple à quel point nous sommes arrivés au niveau de l'irrationnel dans ce pays. Vous êtes assuré social, vous avez votre carte Chifa dans la poche, vous êtes assuré CNAS. Vous allez dans un centre d'imagerie médicale qui est ouvert par la CNAS. C'est la CNAS qui a ouvert, qui a équipé et qui emploie les médecins qui travaillent dans cette CNAS. Vous allez voir un médecin qui vous prescrit un scanner. Vous allez dans ce centre CNAS avec votre carte CNAS. On vous fait votre scanner. Vous payez 8000 dinars, c'est-à-dire exactement le même prix que celui du secteur privé. Vous prenez le bon et vous allez à la CNAS, vous leur dites remboursez-moi les 8000 dinars que vous payez, on va vous rembourser 800 dinars, c'est-à-dire on va vous rembourser sur la base de la nomenclature de 1987. C'est-à-dire plus absurde que ça, je crois qu'on ne peut pas y... Voilà où on en est. Voilà. Et ça pourquoi? Parce qu'on fonctionne au jour le jour, en fonction des conjonctures, en fonction des pressions des lobbies de toutes sortes, mais on n'a pas de ligne directrice pour essayer de mener le système de santé là où on veut le mener, c'est-à-dire au service humain. Alors, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que, premièrement,
nous sommes, et vous le savez, et ça a été certainement répété et dit, nous sommes en pleine transition épidémiologique et démographique. L'évolution démographique est la suivante. En 2020, on sera 40 millions d'habitants, à peu près, avec une pyramide des âges qui va être un petit peu gonflée au sommet, puisque les seniors qui ont plus de 60 ans, aujourd'hui, représentent 4 à 6%, et à partir de 2020-2025, ça va doubler, on sera autour de 12%, on sera ce que j'en suis. Et à la base, on aura encore, parce que les naissances sont en train de se relancer, parce qu'on est passé de 600 000 naissances en 2007 à 1 million de naissances pratiquement en 2010-2011, on va avoir encore une base de cette pyramide qui va être représentée à 25% de la population infanto-juvénile de 0 à 14 ans. Ça veut dire déjà d'emblée qu'on va devoir redoubler d'efforts pour continuer à développer des programmes traditionnels de prise en charge maternelle et infantile pour la population de la base de la pyramide, et qu'on va devoir en même temps développer une nouvelle médecine, la médecine de gériatrie que vous citez tout à l'heure, pour les seniors qui vont coûter très cher parce que c'est eux qui font la pathologie la plus chère. Ça, c'est le problème. Révolution maintenant, évolution épidémiologique. Nous sommes en transition épidémiologique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les problèmes liés aux maladies transmissibles, qui étaient prévalents dans les années 60, 70 et 80, sont en train de diminuer, mais n'ont pas disparu, puisque vous avez encore aujourd'hui des flambées de typhoïde par-ci, de paludisme maragdaya il y a quelques années, etc., etc. Donc on n'a pas encore réglé ce problème. Mais en même temps, du fait du vieillissement de la population, du fait de l'allongement de l'espérance de vie, apparaissent les maladies les plus chères, c'est-à-dire des maladies non transmissibles, telles que les cancers, telles que les diabètes, telles que les maladies cardiovasculaires.